les millions de Cubains de l'île ou ceux éparpillés partout dans le monde, forcés à immigrer à cause de la misère institutionnalisée par le régime au pouvoir, vous raconteront les mêmes histoires d'horreur et d'injustice, la même triste réalité cubaine. Une de nos membres, d'ailleurs, qui s'exprime bien dans la langue si chère d'ici, des gens d'ici, une Cubaine qui vit au Québec, une Cubacoise. Alors, vous êtes des Cubacois et Cubacoises, pour ceux qui ne le sauraient pas. Oui. Aimé Cabrera va vous faire un témoignage et après, on répondra aux questions s'il y a des questions. Des gens qui ont des questions dans la salle, plus ou moins peut-être, mais c'est surtout nos amis qui sont ici. S'ils ont des questions, on va pouvoir interagir après. Je cède la parole à Aimé. Merci le sénateur, merci le député. Je pas le micro, là. Oui. Oui, il fonctionne-tu? Il fonctionne? On m'entend bien? Oui. Bonjour, comme vient de dire mon collègue Eric, j'aime bien le côté des collègues, parce qu'on travaille tous ensemble pour le même but. Mon nom c'est Aimé Caillé. Je suis canadienne naturalisée depuis 2017 et membre active de notre association de Cubains canadiens pour un Cuba démocratique. J'ai envie de vous parler un peu de ma jeunesse, de mon enfance. C'est la même que de tous les Cubains qui sont ici présents. Je me souviens de mon enfance à Cuba. Je me souviens à chaque cours de courant, il disait que c'était pour économiser. J'ai manqué à chaque fois mes émissions préférées. Mais on s'entend, c'était le même qui répétait et répétait parce qu'il y avait juste 2 chaînes. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à 4. Ouais. C'est ça. Et ça me rendait tellement en colère que j'ai crié « C'est la faute des fidèles! » Et ma mère, avec les yeux en panique, « Chut, parle pas fort. » Et je n'étais qu'un enfant. Je ne connaissais pas les raisons. Je n'étais qu'un enfant de 6 ans, mais à chaque matin, avant la rentrée scolaire, avant la rentrée en classe en école, il fallait faire le même rituel. Il fallait saluer les drapeaux, chanter l'hymne national et dire « J'essaierai comme je sais ». Et j'aimerais inviter mes amis cubains qui fassent la démonstration pour vous. C'est quoi qu'on devait faire, les amis? Seremos como Che. Seremos por el comunismo. Seremos como Che. Avec un salut militaire. 6 ans. Blague pas, vous le voyez. J'ai aussi appris à lire avec des livres, avec chaque page des images et des photos des Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, avec des phrases comme « Chaque Cubain est un soldat ». Fidel est à la place, la vie fidèle. J'avais 6 ans, j'ai appris à lire avec ça. Des images, des militaires avec des fusils, des tanks. Ce n'est pas pour un enfant, ce n'est pas son enfance. Ça, c'est l'éducation que la dictature de la vente dit on en donne. On en donne à notre peuple. Moi, j'appelle pas ça l'éducation, j'appelle ça la doctrine. En grandissant, sans savoir encore pourquoi, j'étais qu'un adolescent de 14 ans, je me répétais sans cesse un jour, je vais partir d'ici. Et à 19 ans, j'ai accompli mon rêve et j'ai quitté les prisons. Je me souviens aussi en 2015, j'étais visiter ma famille à Cuba et j'étais témoin d'un acte atroce. Le régime avait envoyé des bulldozers et des camions des forces spéciales parce qu'ils ont mis à terre de 2 ans des maisons qui avaient été construites avec tellement de sacrifices de ces Cubains qui n'étaient pas riches. C'était des petites familles. La raison qu'ils ont donnée, c'est qu'ils n'avaient pas de permis, mais on sait tous, le régime, il ne trouve pas de solution à le problème d'habitation des Cubains, du peuple cubain, qu'il y en a jusqu'à 3 générations habitaient sur les mêmes toits. Et pourtant, on en voit de plus en plus des hôtels qui s'est construits dans toute l'île. Ça, c'est pas une nouvelle pour personne. Je ne vais jamais oublier les cris et les pleurs de ces familles-là, de ces mères, de ces pères qui avaient mis toutes leurs économies, tout leur effort dans cette petite maison qui était devenue juste de la poussière. Ça m'a touchée, ça m'a marqué à vie. Pour parler plus personnellement, ma mère me raconte que même avec les sous que j'y envoie presque tous les mois, récemment, son village a été enfermé en lockdown parce qu'il y avait toujours des cas de COVID. Mais on sait tous qu'à Cuba, les services à domicile, c'est presque inexistant. Donc, ma mère, même avec des sous dans ses poches, il fallait qu'elle se brosse les dents avec du savon. Ce n'est pas de blague, parce qu'il n'y en avait pas le moyen de se procurer la pâte à dents. Et elle aussi souffre souvent des crises de migraine, mais elle n'avait encore pas de Tylenol ni d'Advil pour soulager sa douleur. Dans ma tête, ça n'a pas un sens.
membres de ma famille qui ont des jeunes enfants qui me disent « Saïmé, mon enfant, il a de la fièvre, j'ai pas d'acétamène pour baisser la fièvre de mon enfant. » Je dis « Faire comme nous faisons tous, envoyé par la poste avec des prix assez élevés des médicaments, du Tylenol, de l'Advil. Ça a pris 15 jours pour arriver à Cuba, ça a pris 2 mois à la douane à Cuba. Et en plus, ils ont ouvert mon paquet. Je ne trouve pas d'explication à cela. Mais je pense surtout à les Cubains qui n'ont pas de famille, ni des amis qui vivent à l'étranger, des personnes pour leur envoyer de l'argent, ou des médecins, des médicaments, ou même de l'espoir. Je pense à mes amis, Richard Zamora, Eros Martin, César Delgado, tous des gens dans la vingtaine, qui vivaient dans le village où est né mon père, tous emprisonnés après le 11 juillet, et ces familles n'ont aucune nouvelle de ces enfants. Le régime de la vente continue de minimiser l'importance des manifestations de cette journée et continue de blâmer les politiques américaines. Pourtant, les signaux de mécontentement social y étaient déjà là depuis plus d'1 an. Des manifestations pour les droits de la communauté LGBTQ, des manifestations pour les droits de la protection animale, des dizaines de jeunes qui se sont mis en grève, défunts, mettant sa vie en danger pour exiger la libération d'un ami. Des centaines d'intellectuels, aussi des artistes qui ont été devant jusqu'à devant la porte du ministère de la Culture pour exiger une réponse concrète aux mesures, aux politiques de censure. Aucune réponse. Un jeune qui a été mis en prison pour porter une pancarte, une simple pancarte qui disait « Free Denis », et je cite « Free Denis, non à la répression ». Il est toujours en prison à ce moment. On parle de plus de 200 prisonniers conscients, on parle des hôpitaux collapsés, sans lit, sans médicaments, sans aliments, des files d'attente pour trouver un simple bouteille de purée de tomates qui dure des heures, même des jours. On parle des décès, on parle d'une crise. Pourtant, la réponse télévisée du président, jamais élu démocratiquement, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a été, et je cite, « Nous convoquons à tous les révolutionnaires du pays, à tous les communistes qui sortent dans les rues et d'y aller aux endroits où ces provocations auront lieu. L'ordre de combat a été donné à la rue des révolutionnaires. » Le président cubain, cette journée, a prouvé de façon irrévocable les caractères dictatoriels et militaires du régime, déployant non seulement des prisonniers avec aisance uniforme pour confondre l'opinion publique de l'étranger, mais aussi des forces spéciales de l'armée. Qu'est-ce qui suivit après 20 jours d'arrestation, de répression, des familles qui ne savent pas où sont ses enfants, son conjoint, son parent, excusez-moi, des jugements tellement injustes avec même pas le droit à un avocat de la défense. Et je me demande souvent, si je n'avais pas quitté mon pays, est-ce que je serais un doute? Est-ce que j'aurais été frappé à la tête? Est-ce que je serais incarcéré? Probablement parce que moi, je n'ai jamais supporté des injustices. Et des injustices à Cuba, il y en a dans chaque coin de la rue de mon pays. Et je vous dis que c'est la faute des politiciens corrompus, des politiciens qui ne veulent pas parler à son peuple et des politiciens qui ne veulent pas céder. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Bravo. If I speak French like that, I would be so happy. 40 years in here, my wife is Caspesiana. If you can speak Spanish, that's nice to you. I hope Pierre doesn't throw me out of the party. Well, now I think it's time for the candidate of Papineau, the guy who is going to fight with Justin Trudeau. El hombre que se va a fajar con Trudeau en Papineau es un miembro de nuestra comunidad latinoamericana y se llama Julio Rivera, que nos diga unas palabras también. Adelante, Julio. Vamos, Julio, ¿qué pasa? Muchas gracias, voy a hablar en español, un poco en francés. Primeramente reciba mi solidaridad a cada uno de ustedes, al pueblo de Cuba. No es fácil cuando uno sufre, cuando uno está exiliado por razones X de su pensamiento, excluido de sus ideas, excluido de sus inventos de la familia. Y esperamos que un día toda América Latina se libere, porque hay una enfermedad que viene, que está vivo y todavía no se ha liberado completo. Hay rasgos que quedan,
Y bueno, yo le dejo a ustedes, y yo estoy para defenderlos también a ustedes aquí. Y bueno, yo vengo del Partido Conservador, me presento en Papineau, y necesitamos su voto, porque el Partido Liberal, como ustedes saben, más que yo, ellos nos han ofrecido mucho, pero como leo en conversaciones, ellos no son de acción, solamente son de palabras. Y ahora lo que queremos nosotros es hacer una coalición de hermandad con América Latina, y yo soy de origen peruano, y lo mismo está sacudiendo en Perú también. Entonces creo que es tiempo de reflexionar todos juntos. Y le agradezco bastante a Leo, y agradezco bastante a Pierre también, que nos acompañan. Ellos son bien activistas para Cuba, que sea un día libre, que ustedes regresen como todos ciudadanos que tienen derecho a regresar a Cuba, y se lo merecen. No hay que olvidar de raíces. Si ustedes verdaderamente luchan con corazón, utilizan la inteligencia colectiva como lo hacen. Muchas gracias. Un mot en français, nous avons maintenant l'honorable Pierre Paulus. Paulus. C'est mon français. En espagnol, il est très bien. Avant que mon collègue Henri commence son discours, son commentaire, j'aimerais juste vous dire que Pierre Paulus est le député de son comté, il s'appelle Choc. J'aimerais juste vous dire, avant qu'il commence son discours, que notre député qui est avec nous aujourd'hui, nous sommes vraiment privilégiés d'avoir avec nous une députée. Son comté, c'est Charlebourg-Saint-Charles, de Québec. Et Pierre a pris le temps de descendre à Montréal pour cette rencontre-là. Et je peux vous dire que M. Paulus est un député dynamique, fort, il représente dans la Chambre de communes les intérêts du Québec avec intégrité. Et je peux vous dire une chose, que dans le Parti conservateur, on n'a pas beaucoup de députés. On a de grandes qualités, et Pierre a cette grande qualité. Puis il a aussi la gentillesse à être très sensible à nos propres intérêts ici à Montréal. Puis il a fait un bon 2h30 probablement de descendre à Montréal pour nous raconter. Je vous présente M. Pierre Paulus. Merci. Merci pour l'accueil. Merci Léo. Merci à vous trois pour l'invitation, l'accueil. Oui, je suis venu de Québec. Je retourne à Québec après. Je suis venu seulement pour vous rencontrer, parce que quand on m'a demandé, j'ai dit c'est très important. Parce que pour moi, premièrement, quand j'étais jeune, on parlait de Cuba. Pour moi, Cuba, c'était un pays qui était communiste. Donc pour moi, ma première réaction, et j'étais militaire à l'époque, Force armée canadienne, pour moi, c'est un pays qui était relié au monde communiste, comme les Russes à l'époque, les Chinois. Et j'avais pas beaucoup de sentiments pour Cuba, à cause de la mentalité que je parle quand j'étais jeune. Par la suite, bien entendu, on apprend à savoir qu'est-ce qui se passe, on apprend à comprendre. Et dans les dernières années, en politique, comme député conservateur, j'étais impliqué en défense, en sécurité nationale, sécurité publique, et depuis un an, je suis dans le comité Canada-Chine. Et au niveau de Canada-Chine, on fait justement toute l'évaluation de ce que le régime communiste chinois fait sur la population. Et là, je peux faire un parallèle de ce que j'ai compris, de ce que je vois avec la Chine, que le régime est le problème. Le régime est l'ennemi des sociétés occidentales, mais pas la population. La population souffre des régimes. Et Cuba, c'est la même chose. Et c'est pour ça que depuis 2 semaines, depuis que c'est commencé, du niveau du Parti conservateur, de notre chef Erin O'Toole, de moi-même, de notre équipe, on est en support total au peuple cubain. Ça, c'est clair, net et précis. Et je vois la pancarte en arrière, la dynastie Trudeau doit cesser son aide à la dynastie Castro. Ça, c'est ce qui me dérange positivement pour vous, négativement contre Trudeau. Je ne peux pas comprendre Justin Trudeau de toujours garder cette relation que son père avait avec Fidel Castro, que lui veut continuer de toujours être ami avec le régime communiste de Cuba. Et ça, je ne le comprends pas. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être venu de Québec pour vous rencontrer, pour vous dire que ça dérange profondément les conservateurs, ça me dérange profondément. Évidemment, ça dérange mon collègue Léo et Julio, mais
Sachez qu'au Parti conservateur, il n'y a pas de politique à peu près. On est derrière le peuple cubain. On est contre le régime communiste, comme tous les régimes communistes à travers le monde. On se bat contre ça. On est, comme par exemple la Chine, on est très fort contre le régime chinois, même si c'est compliqué économiquement pour le Canada. On le sait, mais on a une position qui est forte. On doit cesser. On doit supporter les populations. Et dans le cas de Cuba, ben, comme je vous dis, le message est clair. Les conservateurs du Canada, on est avec vous. Tout ce qu'on pourra faire, et si on peut gagner le gouvernement conservateur, c'est sûr et certain qu'il y aura des pressions pour que ça change à Cuba, parce que ça doit cesser. Ça fait 61 ans, déjà, 62 ans. 62 ans de trop. Et le peuple cubain a le droit à sa liberté, de vivre de façon démocratique. On est en 2021, ça doit cesser. Donc, merci encore pour l'accueil et on lâche pas. Alors, tout le monde a dit son petit mot. No. Oh, il en manquait encore? Parce Falta que un j'avais- amigo de Cuba. ¿Quién es el amigo de Cuba? Oh, Léo! Leo. Merci à tous. Merci pour cette opportunité d'échanger avec les membres de la communauté cubaine de Montréal. Je vais essayer de ne pas faire un long monologue parce que j'aimerais faire un dialogue avec vous. Mais je vais partager quelques perspectives. Premièrement, je prends très sérieux mon rôle comme sénateur dans la région de Montréal. Je représente cette belle ville, je représente la belle province du Québec, mais également, je suis très conscient que je représente aussi tous les différents communautés culturelles à Montréal, incluant cette belle communauté cubaine. Comme je t'ai dit tantôt, quand j'ai arrivé, c'est une petite communauté au niveau des noms, pas nombreux, mais au niveau des qualités, c'est excellent. Vous êtes une communauté très dynamique, très impliquée dans la ville de Montréal. J'ai toujours dit, comme un fils des immigrants, parce que je suis un fils des immigrants, et si vous êtes des immigrants, juste venus au Canada, si vous êtes des enfants des immigrants, c'est pas important d'où ce qu'on vient. L'important, c'est pourquoi nous sommes ici. Oui. On est tous ici pour la même raison, pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits de la personne, pour la liberté d'expression. C'est des choses fondamentales, importantes. Et si vous êtes d'origine française, anglais ou quoi que ce soit, on est tous là à cause de ça. Puis on a un bien à venir. Mais c'est important que nos gouvernements représentent bien nos valeurs comme Québécois et Canadiens. Et présentement, on a un premier ministre, honnêtement, et c'est pas la politique, c'est pas la partisanerie, c'est quelqu'un qui représente pas les valeurs canadiennes et québécois. Récemment, cette semaine, on a eu 21 pays qui ont signé une déclaration publique. Ils ont demandé au gouvernement cubain d'arrêter les arrestations, l'emprisonnement arbitraire. Dans cette déclaration-là, ils ont dit carrément, ils demandent au gouvernement cubain d'arrêter de détruire le droit de la personne en Cuba, de détruire la liberté d'expression, de toutes les autres libertés. Et avec tristesse, je vous annonce aujourd'hui, le seul pays, le Canada, ne fait pas partie de cette liste-là de pays, de 21 pays qui condamnaient le régime Castro. Et ça, c'est triste, c'est déplorable, c'est inacceptable. Inacceptable. Et c'est pour ça qu'il faut garder notre pression. C'est pas une grande surprise pour moi comme sénateur, c'est pas une grande surprise pour M. Paulus comme député, parce que depuis des années, on a entendu M. Trudeau faire des déclarations comment c'est quelqu'un, M. Trudeau a une admiration pour le régime à Beijing, pour le gouvernement communiste en Chine. Il dit ça ouvertement. C'est le même M. Trudeau qui a refusé d'accepter une motion qui était votée dans la Chambre des communes pour faire la reconnaissance de génocide de peuple ouïghour en Chine. C'est le même M. Trudeau qui a plié en avant le régime iranien. C'est le même M. Trudeau qui a assisté à une funéraille à Cuba, le funérail de Fidel Castro, puis il a dit publiquement que c'était un homme d'État, un grand homme d'État, un grand orateur, mais un grand homme d'État, quelqu'un respecté par le monde entier. Ça, c'est pas nos Canada. Le Canada que moi je connais, le Canada qui a accepté mes parents dans les années 50, c'est le Canada qui se bat pour le libre d'expression, pour la liberté, la démocratie. And that's the Canada we have to
build in the future. Freedom, democracy, human rights. Merci à tous. Merci. Alors, on avait prévu des questions. On avait prévu que nos deux invités, peut-être, allaient nous poser des questions. Mais je crois qu'on va faire ça à revers. Vamos a hacerle à revers. Nous allons, si on a des questions à poser à nos invités, on va le faire. Et moi, je vais lancer la période de questions en demandant personnellement, entre autres, à M. Paulus, parce que M. Paulus a un passé de militaire, c'est un militaire de carrière, et qui a travaillé même à l'OTAN directement. Et il y a beaucoup de Cubains qui demandent, surtout aux États-Unis, mais un peu partout, en voyant, parce que nous qui connaissons bien 60 ans de répression, qui connaissons bien le système à l'intérieur de l'île, c'est très difficile de faire quoi que ce soit, de commencer une vague. C'est presque impossible. On voit ça devant nous et on est tout de suite battu, arrêté. Donc, il y a beaucoup de Cubains qui demandent une intervention militaire. Et c'est sûr que moi, je voyais M. Paulus, directeur, commandant de cette future intervention. Ce serait fantastique. Il y en a d'autres aussi. Mais je voudrais vous demander, concrètement, M. Paulus, quelles pourraient être les pressions qu'un futur gouvernement conservateur, ou même les pressions que les conservateurs maintenant, en attendant des élections s'il n'y en a pas, ce qui serait très surprenant, pourraient faire sur le Parti libéral et le monsieur Selfie, qui faisait des tigodop sur les genoux de Fidel quand il était enfant. Quelles pourraient être les mesures diplomatiques et politiques qu'on pourrait prendre ici au Canada qui seraient politiquement acceptables, diplomatiquement acceptables? Merci, Eric, pour la question. Évidemment que je ne préconiserais pas une intervention militaire comme ça. C'est bien entendu qu'on doit agir de façon diplomatique, mais l'important, comme Léo vient de mentionner actuellement, on a une résolution qui a été signée par 21 pays, le Canada n'en fait pas partie. Ça, c'est la première étape. Que le Canada se lève, que le Canada se lève fort et dise ça doit terminer, cesser. C'est ce que Trudeau ne fait pas et que les conservateurs font et feront si nous sommes du gouvernement. Donc, mais en même temps, ça fait 62 ans, vous dites, ça fait 62 ans qu'il ne se passe rien. Donc, mais ce qu'on voit, je crois qu'il y a un changement compte tenu du départ des Castro, que la population à Cuba aussi se permet de prendre la rue, de manifester, ce qui ne s'est pas fait avant, ce qui était plus... je ne sais pas comment ça fonctionne exactement sur le terrain. On voit les répressions, c'est sûr qu'il y a des répressions, mais la population étant plus vocale, l'opinion internationale va finir par dire, OK, c'est un régime. Parce que souvent, les gens, comme je disais tantôt quand j'étais jeune, pour moi, ça fait partie de la vie. Fait que les gens ne s'arrêtent pas à ça. On sait comme ça à Cuba. Mais là, à partir du moment que la population manifeste, que ça brasse, que les pays signent des ententes pour dire qu'il faut que ça cesse, là, l'opinion publique commence à allumer. Puis à partir du moment que l'opinion publique comprend qu'il y a un problème majeur, et comme je disais tantôt pour la Chine, c'est la même chose. Donc, à partir du moment que la population comprend, et surtout la population du Québec, du Canada, au lieu d'aller juste prendre Air Transat, d'aller à Veradero, une semaine de vacances, que c'est des petits paradis artificiels, là. Je suis allé une fois en vacances, puis je voulais pas aller à Cuba parce que j'aimais pas le régime. Je suis allé une fois pour ma femme, puis après, je ne vais pas y aller à cause de ça. Donc ça, il faut que ce soit la première étape de comprendre. Quand on va en vacances, pour les Québécois par exemple, vous allez à Cuba, saviez-vous que quand vous allez dans votre petit paradis sur le bord de la mer, en arrière, il y a des populations qui souffrent. Ça, c'est des choses qui doivent être connues. Puis l'argent, cet argent-là que la dictature il reçoit là-bas, c'est utilisé pour nous parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais on voyait, à Cuba, il n'y en a pas des ambulances aujourd'hui, mais il y a beaucoup de police. Tu vois les autos de police, ils sont tous flamants neufs. Il y a du gaz pour la police. Donc il y a de l'argent, c'est sûr. Alors, il y a l'argent, il y a un bloc. Por la represión. À chaque fois qu'on prend un autobus de l'STM, avec un gros pancarte qui dit « Pas Cuba, le paradis cubain ». Comment on se sent, nous, les Cubains? Ben, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça. Que les gens sachent. Parce qu'à partir du moment où on va à Cuba, que les Québécois, les Canadiens vont à Cuba, payent pour 1200 pour la semaine. Pas tout ça. La pédophile aussi. Ils s'en vont profiler des petits enfants, des gens. En plus.
Donc, ça fait partie de ça. Donc, la question, dans le fond, Eric, c'est avant de proposer l'intervention militaire, une intervention qui soit une vraie information qui doit être donnée. Il faut que les gens le sachent. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des conservateurs. On lève la main, on dit il faut que ça change. Est-ce qu'il serait possible pour le gouvernement de déconseiller les visiteurs à Cuba, officiellement, de déconseiller les voyages? C'est sûr qu'à partir du moment, c'est toujours ça. Qu'est-ce qui est difficile, là? Est-ce que le tourisme à Cuba aide la population? Si ça n'aide pas la population, non, pas du tout, parce que l'argent va en Espagne, dans les compagnies. C'est ça. Donc, si justement, parce que souvent les gens vont dire, ah ben les femmes qui travaillent dans les hôtels, les personnels des hôtels, ça leur donne du travail. C'est ça que les gens pensent. 50 sous, de 50 à 75 sous de l'heure. Ah, c'est ça. Avec les pourboires donc, inclus. c'est de l'exploitation. Ils sont des esclaves. Ben, oui, ça doit être Sí me quedo es beaucoup désinformé de la situación de Cuba, exactement. So, ils sont allés à Cuba, mais à quoi? Parce que ne pense pas que Cuba, le gouvernement ou la tyrannie comme est, prend tout l'argent, ne le donne pas à les personnes qui habitent là. Désolé mon français. Mais oui. Mais c'est ça, quand je parle avec des personnes ici de Québec, me disent que non. Cuba c'est bon pour aller, mais c'est ça la désinformation et aussi les médias. Les médias sociaux. Ils sont aussi victimes, les médias, de cette propagande. Excusez-moi, désolé de vous interrompre. Un petit détail que je voulais que tout le monde remarque ici. C'était notre représentant d'immigration. Je suis consultant en immigration réglementée au Canada et au Québec, mais c'est pas ça le problème, ici maintenant. Vraiment, il y a quelque chose que tout le monde a perdu de vue là. L'histoire, c'est que le peuple québécois a toujours été un peuple qui a lutté pour sa démocratie. Comment est-ce que les Québécois ou les Canadiens ne comprennent pas qu'à Cuba, il n'y a pas de démocratie? On va partir de là. On ne parle pas de qu'il n'y a pas de médicaments, qu'il n'y a pas de nourriture, que le peuple est pauvre, parce qu'il y a des pauvres partout au monde. Ce n'est pas ça le problème ici. Le problème, c'est que le peuple cubain n'a pas de démocratie. Alors, et c'est ce que je disais tantôt, madame, c'est que dans l'esprit, la situation, c'est comme ça. Puis, quand tu as des Trudeau qui sont amis, quand tu as des Trudeau qui disent rien, ben, ça n'aide pas. Fait que tout le monde pense que c'est une norme. Désolé de vous interrompre, mais je voulais finir quelque chose. C'est pour ça que maintenant, c'est la connaissance. Je voulais finir quelque chose. Vraiment, la dictature cubaine a un mérite. C'était qu'il a désinformé tout le monde en complet. Là. Ils ont vendu un pays qui n'existe pas. Il n'a jamais existé. Parce que vous venez de dire que le peuple cubain s'est levanté pour la première fois maintenant. C'est pas vrai. En 1994, aujourd'hui, le 5 août, les malécons étaient remplis de Cubains en demandant la liberté. En 2003, il était le printemps noir. Combien de personnes connaissent ici qui étaient en prison pour ça? Alors, ce n'était pas la première fois. Sauf que maintenant, les médias sociaux nous aident beaucoup. C'est plus clair maintenant. Moi, j'ai quelque chose à dire. Moi, je me suis dit que les Québécois, ils vont à Cuba. Parce qu'en réalité, vous autres, ce que j'ai entendu, c'est que c'est un pays que ça coûte pas cher. Donc, on demande qu'est-ce qu'ils veulent, c'est mettre les pieds dans les sables. Pas cher, c'est ça. Puis, c'est comme tu dis que dans un temps, ils ont fait la même chose et puis qu'ils n'ont pas eu l'appui. Moi, je suis dominicaine, ok? Nous aussi, on est avec un gouvernement très pourri. La majorité de tous les pays latinos, on a vraiment des gouvernements pourris, ok? Qu'est-ce que je conseille au peuple, tant cubain, dominicain, mexicain, peu importe le pays que soit, c'est qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on se lance dans la rue à se battre pour notre liberté. Madame, désolé de vous interrompre, mais à Cuba c'est différent qu'à la République dominicaine. Très différent. Je suis vraiment désolée, mais excusez-moi, je ne vais pas rentrer en débat avec vous parce que je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas simple, madame. Il y a 72 ans de répression, de doctrine. Oui, les deux ont un peu raison, mais c'est vrai que Cuba est vraiment un pays différent de Cuba. Mais je suis sensiblement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous aussi, mais c'est différent. Un instant, on va parler un à la fois. La seule chose que je voudrais dire, c'est quand on parle beaucoup des Québécois, je suis Québécois, donc je vais défendre un peu les Québécois, parce que les Québécois vont à Cuba, comme Madame de l'immigration ici vient de dire, ils ont été des champions de la désinformation, des champions de la propagande.
Donc, tout ce que les Québécois connaissent de Cuba, c'est des mensonges. Moi, c'est la première phrase que je dis toujours aux Québécois quand ils parlent de Cuba. Tout ce que tu connais de Cuba, c'est des mensonges. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais le problème est que ces gens-là, ces Québécois-là, ils sont informés par qui? Ils sont informés par des Cubains. Des Cubains autour des resorts. Des Cubains qui travaillent dans les resorts. Et ces Cubains-là disent aux gens, ils leur jurent, mais c'est comme ça. Donc, ces gens-là qui reviennent ici disent, ben c'est des Cubains qui me le disent. Que c'est pour ça. Et les consulats cubains c'est pour ça que la plupart des Québécois qui vont à Cuba, c'est fait des amis, les hôtels, ils s'en vont dans les maisons des Cubains. C'est ça. Ils connaissent la vérité des Cubains. C'est les consulats cubains. Les amis québécois qui sont allés à ma maison. Les amis québécois qui connaissent le peuple cubain, qui savent très bien la vérité. Il y en a aussi. Ils se fait mal informer pour témoigner. Peut-être je peux ajouter aussi quelques commentaires sur toutes les choses que j'ai entendues. Premièrement, il y a deux choses qu'il faut faire. Première étape, c'est de sensibiliser nos politiciens. Et qu'est-ce qui se passe là? De reconnaître. Deuxième étape, et les choses les plus importantes, c'est notre force économique, parce que malheureusement, vous avez tous raison, pendant des années et des années, par nos argents, le Canada a décidé d'investir directement dans un régime autoritarien. C'est ça la réalité. Un régime de dictateur. Mais en même temps, le problème qu'on a, il est de politiciens comme M. Trudeau qui a normalisé les relations envers le Canada et Cuba. Il a normalisé nos relations commerciales avec la Chine. Et c'est ça la problématique. Maintenant, c'est à nous, le Parti conservateur, avec le travail... Excusez-moi, je peux dire quelques mots. On va tranquillement verrer le débat. Et on va sensibiliser les Québécois et les Canadiens parce que beaucoup de Canadiens et Canadiennes, ils ne savent pas que la liberté que nous avons là, ici, la démocratie que nous avons, souvent, nous, les Canadiens, on prend pour acquis. Est-ce que vous savez qu'il y a une chambre de commerce québécois-canadien et québécois-cubain? Vous le savez? Oui, absolument. C'est incroyable. C'est incroyable. Il Mais y a des... savais-tu qu'il y a un organisme qui s'appelle Canada-China Business Council qui fait oui, mais des on parle relations... pas de la Chine ici. Non, mais... Juste un autre exemple, comment nous avons présentement un gouvernement qui a normalisé des relations avec des dictateurs partout au monde. Et beaucoup de Canadiens, ils ne savent pas que la majorité du monde entier, ce n'est pas des pays démocratiques. Qu'est-ce qu'on a ici au Québec, au Canada? C'est rare. La majorité de 188 pays qui sont dans l'Union unie, les Nations unies, ne sont pas démocratiques. Comme ça, il ne faut jamais arrêter. Il faut attirer l'attention du Québécois et Québécoises que, and like I always said, behind those beautiful resorts, there's an ugliness. And like Pierre, I went to Cuba once. I went in 96. Et comme le monsieur a dit, j'ai pris le temps de sortir de mon beautiful resort avec ma femme. J'ai cogné sur la porte au peuple cubain, je dis, j'aimerais rentrer pour une souper avec vous. J'ai pris le temps de raconter le monde. C'est du bon monde. C'est du monde chaleureux, du monde fier, du monde travaillant, intelligent. Mais malheureusement, là, they're under a draconian dictatorship right now. Est-ce que me parler? Oui, Tito, attends un instant. Tito, Lidia, Tito. Señores míos, nosotros somos un pueblo bastante pasional. Esta gente que está aquí está para ayudarnos, no son el partido mayoritario. ¿Okay? Vamos a calmarnos, somos gente pasionales, pero vamos a debatir con respeto. ¿Bien? Entonces dejemos que los señores terminen, después nos lanzamos nosotros a hacerle todas las preguntas que queramos. Uno a la vez. Nosotros queremos ver, a mí el lenguaje corporal de ellos hasta ahora me convence mucho. Así que por ahora, Partido Conservador, seguimos debatiendo, pero vamos a calmar los ánimos. Venga, entonces, por aquí, levánteme las manos, por favor. Yo voy a pasar el micrófono, ustedes le van a hacer la pregunta y yo entonces se lo paso por acá. ¿Ok? Venga, Tito. Vaya, yo puedo hablar, no sé si ustedes me escuchan. Venga. Okay. Sí, buenas tardes. Bonjour. Mon nom c'est Tito. Et la première chose que je voudrais faire, c'est remercier à tous qui ont organisé ça, parce que c'est une excellente opportunité pour nous. Ça fait comme des semaines qu'on cherche une opportunité d'être en face des politiciens. Écoutez. C'est la première chose. De se faire écouter. Pour nous, c'est très important que vous soyez ici. Et on sait que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes de notre côté. OK? La deuxième chose, c'est pour tous les hermanos cubanos, ce n'est pas le moment ici, excusez-moi, mon opinion, de faire des catharsis.
on sait la situation de Cuba. Pour moi, il y a des choses ici que sont comme claires. Que la révolution cubaine, c'est la plus grande opération de marketing de l'histoire. Ça, on le sait. OK? Oui. Que le gouvernement actuel du Canada, c'est le principal allié de Cuba. Le principal, je peux me permettre de dire ça. C'est le principal allié, on le sait. D'un dictateur. Que nous les Cubains, savons c'est quoi on doit faire, mais qu'il n'y a pas encore le consensus parmi nous. Il n'y a pas le consensus parmi nous. On est, je ne sais pas, 20 000 Cubains à Montréal. Il faut commencer pour nous-mêmes, ok? Et à Cuba aussi. Mais qu'on est comme super content que quand même tout le peuple à Cuba était à la rue depuis le 11 juillet. Et que nous, ici au Canada, à Montréal, on organise des marches tous les jours, des caravanes, on se bat et on est déterminé à ne pas quitter la rue. Ok, alors le problème c'est, il y a un gouvernement qui est un allié de la dictature. Voilà, ça on le sait. Il y a cette opération de marketing qui a lavé, qui a nettoyé les cerveaux de plein de monde ici dans le monde. Et ici, moi j'ai des familiers qui sont québécois, ils arrivent chez moi avec un t-shirt avec Che Guevara, et on passe des heures, à l'expliquer que c'est un assassin. Que si je me pointe chez lui avec un t-shirt avec Hitler, c'est quoi qu'il va dire? Et encore, quand on finit la discussion, il n'est pas convaincu encore, après ça que je le montre tout mon arsenal. Ma thèse à l'université de La Havane était de Che Guevara, je sais tout sur cet assassin. Ok? Donc, on sait des choses comme ça. Cette rencontre ici, je pense que on devait comme profiter pour revenir à la base, à ce qui a demandé Eric au début. Qu'est-ce qu'on fait alors? On sait tout cela c'est sur la table, tout cela c'est clair, on le sait, on est tous d'accord ici. Ok? On sait que la politique commerciale du Canada envers Cuba, ça ne va pas changer tant que les libéraux sont au pouvoir. Ok? Mais il y a des choses qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Pourquoi il n'y a pas de journalistes ici? Pourquoi il n'y a pas de journalistes dans notre marche? Vous pouvez convoquer les journaux, vous pouvez convoquer les médias. La pregunta está ahí, terminamos a 15. Exacto, bueno, c'est ça que je voulais. Merci beaucoup. Oye, c'est Tito Salsabor, c'est une représentation des artistes de Montréal. Donc, je vous passe la parole pour la réponse. J'avais une question, en fait, à peu près la même question qu'Eric, mais moi j'ai des questions vraiment civiles. Vous avez parlé, monsieur le sénateur, que les politiciens canadiens doivent savoir, ils doivent vivre la même chose que vous venez de vivre. Entendre la voix de la communauté et être plus comme à l'écoute. Et une demande qu'on aimerait faire, nous, en tant qu'organisation, l'association, ce serait pourquoi pas nous inviter au Parlement pour parler aux politiciens, si c'est faisable. Ah oui. C'est déjà arrivé au Parlement européen, il y a des Cubains qui ont été allés là, ils se sont exprimés, ils ont donné du temps, la parole, et ça a été merveilleux. Pourquoi pas le faire ici aussi, au Canada. Et étant donné qu'on sait tous qu'il y a des entreprises canadiennes qui opèrent à Cuba, on aimerait savoir c'est quoi les possibilités qu'on puisse demander à ces entreprises-là d'appliquer les principes suivants. Et les principes qu'on connaît tous ici, là, de favoriser les droits de l'homme dans la communauté où il travaille au lieu de favoriser la dictature en soi, parce qu'on sait que les salaires, ils sont payés directement à la dictature et c'est de l'exploitation finalement. Là. Donc c'est même dans l'ambassade canadiens qui participent à cela. Favoriser les droits de l'homme devant le fric. Je vais répondre très vite, puis je vais donner la parole après ça à M. Paulus. Tu as absolument raison. Et pour moi, cette rencontre-là, c'est juste une début. C'est la première étape. Et pour moi, aujourd'hui, la rencontre, ce n'est pas un exercice électoral. C'est clair dans cette élection-là, des options évidentes. Il y a trois partis politiques au Canada qui sont à gauche, qui vont défendre toujours de bonnes relations avec des pays socialistes. C'est dans leur réflexe politique.
Il y a une partie politique qui est carrément et claire sur nos positionnements. Qu'est-ce qu'on va faire si nous sommes au pouvoir demain matin avec Cuba, avec la Chine, avec différents pays qui sont en dessous des dictateurs présents. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi que ce soit les résultats des prochaines élections, c'est des projets de loi privés que moi, comme sénateur, je peux déposer au Sénat à n'importe quel moment. Des projets de loi qui vont prendre l'action économique contre la Cuba. Des projets de loi qui vont sensibiliser les parlementaires et les autres Canadiens de ce qui se passe. Et c'est la même chose qui peut arriver dans la Chambre des communes. Même si nous, le Parti conservateur, si on a une terrible surprise, puis on est dans l'opposition encore une fois pour quelques années, ça ne dit pas que dans l'opposition, on n'a pas la capacité d'aider. On va travailler ensemble. Je vais vous donner ma parole qu'on va travailler ensemble avec votre association pour mettre vers en avant différents projets de loi et de motions pour défendre la position de cette communauté. Merci. Tito, hein, c'est ça ton nom? Tu as eu un très bon exemple du problème quand tu as parlé d'un ami qui est venu, qui avait un gilet de Che Guevara et qui trouvait que c'était un héros. Ça, c'est le premier problème de plusieurs personnes, et comme Léo vient de dire, des partis politiques comme le MPD, les libéraux, tout ça, qui ont une estime envers le Che, et blablabla. Ça ne me rend pas dans la tête, je ne comprends pas. Et la population qui pense comme ça, je ne comprends pas. Et ça, c'est la base aussi que vous, ici, dans vos communautés, faire comme Tito a fait, essayer de dire, c'est quoi tu fais là? C'est un dictateur, c'est un tueur, le Che. C'est la même chose pour le régime. Ça, c'est sûr qu'à la base, en parler. Ce que nous, on peut faire, là, actuellement, vous le savez, la Chambre des communes est fermée, on rentre en élection fort probablement la semaine prochaine. On s'attend que Trudeau décide le 15, on tombe en campagne électorale. Ça va continuer, j'imagine, à Cuba, ça continue à brasser. Ça pourra être un enjeu pendant les élections. De notre côté, on pourra soulever cet enjeu-là, parce que nous, la position est claire des conservateurs. Et au niveau d'une campagne électorale, sur les enjeux internationaux, je vais en parler avec notre chef, avec Kevin O'Toole. On va jouer une fin de semaine. On va dire, si on peut soulever l'enjeu de Cuba pendant la campagne, ça sera les médias suivent, les médias vont pouvoir en parler. Ensuite de ça, après les élections, au retour de la Chambre des communes, ça va toujours brasser. Il y aura moyen aussi du côté de la Chambre des communes, au comité des affaires étrangères, de demander une réunion d'urgence. On le fait pour d'autres mandats, d'autres dossiers dans le monde. On le fait pour les Ouïghours en Chine. Donc, pourquoi pas mettre Cuba à l'avant-plan, à la Chambre des communes, forcer les libéraux à répondre à ce qu'on veut savoir en demandant une réunion d'urgence. Et ça prend l'appui des partis d'opposition. Donc le NPD, le Bloc doit être d'accord avec les conservateurs si on est encore à l'opposition. Si on est au gouvernement, ça va être facile. Souhaitons qu'on rentre. Merci. Merci. Ici, on est César. Est-ce que vous savez que maintenant, il y a des morts qui sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'oxygène? Ma grand-mère est en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Est-ce que le gouvernement du Canada s'en fout de ça? Il y a des morts qui sont... C'est pas un problème qui sont sur la route. C'est un problème qui n'a pas de médicaments. C'est un problème que les morts sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est quoi ça? Et le gouvernement du Canada... Parlez-vous de l'oxygène à cause de la COVID? Oui. Il y a des appareils. Savez-vous que le Canada a acheté 40 000 ventilateurs? Ouais. On a juste pris 500 au Canada. Il en reste 39 500. Il en a envoyé en Inde, Pakistan. Pourquoi il n'y en a pas? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y en aura tornado à tout ça. Non, mais il y a raison, parce qu'après, il va à l'Inde, il s'habille en hindou. Ok, bon, ici. Notre chose. Ici, mais ici. Écoute, je ne comprends pas une chose. Moi, j'ai commencé avec les boussons au début. J'arrive ici, la première chose que je vois, c'est le DJ. Ce DJ a passé son drapeau. Tu sais ce qu'il veut faire. Je sais pas c'est quoi ça veut dire. Oui. Il a passé le drapeau de nos bloqués, de nos tout ça, pour tout Montréal. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne comprends pas. Oh, mais écoute, c'est la démocratie. Ouais, c'est Lui, ça. Il a changé. Lui, il doit être ici. On veut une Cuba dans l'avenir, mon ami. Excusez-moi, on doit terminer à 6h15. Il y a quelque chose à parler pour l'avenir. Espérate. On veut une Cuba inclusive. Même déjà. On n'est pas là pour
ça. Hein? On remercie, moi, à la fin, je vais remercier Jamaïca. Puis quand même, je vais lui demander d'acheter un autre pied de micro parce qu'il ne fonctionne plus. Écoute, Lolo, qu'est-ce que ça nous occupe? Ça n'a pas d'importance, même. Ça n'a pas d'importance à ce moment-là. Ici, on a un intellectuel. Lui s'appelle César. Il était l'auteur intellectuel du livre El Soviet Caribeño. C'est lui l'auteur del Soviet Caribeño. Qui est ici avec nous aujourd'hui. Il va poser une question. Je vais parler en fragnol. S'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, je vais demander. Janelle. I come back to the military intervention in Cuba, and that's exactly my question, because we were late, and when I say we, I say the humanity, the human race, all of us. We were late in Rwanda. We were late in the Balkans. We have been late several times in Haiti. The international community recognize and know that we live in times in which 5% of the population, highly organized, with full control of the weapons, of the arms, and the police resources and everything, can control the 95% of the rest of the population. So it is very hard to destroy or to change communist and socialist regime, because the final resource for freedom is the private property. When you are the owner of a bakery, you have at your disposition food for a month, let's say. You can organize a resistance that could last several weeks. But when you have to wake up every day in the morning thinking what you're going to eat, there is no chance for a revolution or for a regime change. There is something that I know for sure. I know my country. And I can tell you it's a country with 2 independence wars, 2 so-called revolutions, decades of counterism, 5 major international military campaign all around the world. It's a country with a long history of violence. And there is something that we are not realizing out of the 11th of July. Okay, it's the beginning of a new cycle of violence in Cuba. People is fed up. People realized that they were being killed for political purposes. And they went to the street to fight. But this is just the first round. So we are discarding, and we are saying no international intervention, no military intervention, as if that is a no-no. When we know that sometimes the best way to stop people being killed and blood flowing on the streets is for the international community to have the capacity to say, we are going to intervene if things get out of hand. So that's why we talk about humanitarian and military intervention, because we know our country and we know our people is fed up. So here is my question: how much blood will have to run on the street before you change your position on Je sais que votre réponse est non, mais ce serait bien d'essayer de trouver les mots, d'expliquer pourquoi c'est difficile cette intervention-là militaire, ou pourquoi ça se peut pas selon vous. C'est ça. You speak French? Yeah, absolutely. Okay. Premièrement, il faut comprendre que n'importe quelle décision, il faut que le propre gouvernement prenne une décision qui soit dans l'intérêt des Cubains. Là, on a le premier problème à régler, c'est que nous-mêmes au Canada, on a Justin Trudeau qui n'est pas en accord avec ce qui se passe, qui n'est pas en accord pour intervenir et même pas en accord de signer une entente internationale. Donc, à la base, nous, actuellement, moi, je suis dans l'opposition. Je dois
pousser sur notre gouvernement qui est en place là, pour que ce gouvernement, Trudeau, accepte d'aider Cuba. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Parce qu'on ne peut pas, je peux pas dire on va faire une intervention, je ne peux pas proposer rien. C'est notre gouvernement qui doit prendre la décision d'accepter les faits et de se jumeler avec les autres pays dans le monde pour prendre une décision sur ce qu'on doit faire rapidement. Je suis d'accord avec les exemples du Rwanda, de Bosnie, j'ai connu ça à l'époque, j'étais militaire. Je connais ça. Et si les conservateurs étaient au pouvoir, disons, là, on va parler, là, si les conservateurs prennent le pouvoir. Si on était déjà au gouvernement, par exemple, on serait déjà en entente avec les pays dans le monde, le premier ministre Auto serait déjà au téléphone avec les autres présidents pour dire qu'on doit prendre des actions. Mais c'est sûr. Et là, actuellement, même si on doit faire le job ici. Même si on n'a pas le pouvoir, les conservateurs, même si on peut faire des pressions. Mais oui, même, est-ce qu'on peut demander la question au gouvernement? Oui, oui, on fait ça. On peut lui dire au gouvernement, Trudeau, écoute, à quel moment tu seras prêt pour faire une intervention immédiate? Combien de litres de sang doit aller par mètre carré avant qu'on commence à parler de la possibilité d'aller là-bas militairement? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Qu'est-ce qu'on aurait besoin comme situation pour qu'on puisse demander? On peut faire une action en avant. On peut dire, écoute, on connaît le peuple cubain. Il y a une très longue histoire de violence là-bas. OK? Il faut commencer à préparer des plans alternatifs ou de créer des positions alternatives dans le cas que ça arrive. Je vais vous dire ce que je vais faire aujourd'hui, OK? Premièrement, je suis ici avec vous aujourd'hui. Je suis venu pour voir Montréal, là. Je suis venu vous voir. En partant d'ici, je vais parler avec mon parti à Ottawa. Je vais parler avec l'équipe, du chef, puis je vais dire, est-ce qu'on peut prendre des actions politiques, immédiates, fortes, envoyer à tous les médias pour demander une position. En partant, je vais parler avec ma gang. Je vais dire, je viens de rencontrer la communauté cubaine à Montréal, ça presse. Est-ce qu'on peut pousser politiquement Justin Trudeau? Ben, dès que possible. Ça s'en va la violence. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous. Vous se rappellerez de moi. Vous se rappellerez de moi. Ça s'en va la violence, la sang va courir dans la rue. Je sens l'urgence. Ça prend seulement une cadenas de sortir d'une armerie et ça commence la tuerie. Je sais. Il y a des 61 de haine accumulées. Donc la communauté internationale doit avoir un plan alternatif pour dire, écoute, on regarde. Pour le moment, ça c'est sous contrôle. Mais si vous perdez le contrôle, on va commencer à faire une chose pour sauver la vie des Cubains. Comme je vous dis, je vais faire des démarches le plus possible pour faire des pressions politiques, publiques, OK, pour vous aider. C'est ce que vous avez. Les seuls alliés que vous avez politiquement au Canada, c'est nous. Oui, on le sait. Je veux ajouter aussi, comme première étape, on a fait des sorties fortes en faveur du peuple cubain, nos chefs un autour, nos députés, une gang de sénateurs. On était sans équivoque sur la question. N'oubliez pas une chose, que pendant l'été, le Parlement ne siège pas. Comme ça, toutes les autres actions qu'on peut prendre dans la Chambre de commune ou au Sénat, on va faire ça dès que le Parlement retourne tout de suite après les élections. Mais je veux aussi répondre sur l'autre question, l'aspect de votre question qui est un petit peu complexe à répondre. Et je vais faire ça en anglais. We have a crisis in the world right now. Our institutions, the United Nations, our G7s, the EU, they have, and I say this as a parliamentarian, I say it publicly, I'm not shy, they have become morally and intellectually bankrupt. Yeah. And it's a serious problem. If it's the Uyghurs in China, if it's the Kurds in the Middle East, if it's the Armenians in Nagorno-Karabakh, it's like the Cuban people all over the world, we're allowing petty economic interests to overrule basic humanitarian principles. So we need to carry the fight now to Canadians. And I said earlier, j'ai dit avant, et j'ai fait ça par exprès, il faut éduquer, il faut sensibiliser nos Québécois et Québécoises, et Canadiens et Canadiennes, que le droit des personnes et la liberté, c'est pas juste une notion abstraite. C'est quelque chose qui est fondamental de nos sociétés, mais il faut le défendre. Même ici au Canada, nos libertés sont en danger. Si vous avez pris le temps de voir le projet de loi comme C10 que M. Trudeau a essayé de passer,
le C36, puis on a réussi de retarder ça pour l'instant. Exactly, that's C36. And C10, eliminating free speech. Ça, c'est toujours les premières étapes qui vont vers la mauvaise direction. Et j'ai toujours dit, it's easy for socialists in the United States or Canada to be socialists because they never lived in a socialist country. Allez voir les gens qui ont grandi, qui étaient nés dans le socialisme. En réalité, c'est le dictatorship. Il va vous expliquer c'est quoi. C'est pour ça, ensemble, on a un job à faire. Nous, on est prêts à faire nos parts, puis on va travailler avec vous. Comme, honnêtement, c'est vraiment la première étape. Et je vous jure, moi, je n'arrête pas. Je vais être persistant. C'est dans ma nature. Merci. Bravo. Merci. Un message que je voudrais passer au Parlement canadien. L'essence du racisme, c'est la négation de la douleur des autres. Avant qu'on chasse une personne dans la forêt, qu'on les prend dans les grillés, qu'on les tombe dans un bateau, on les persécute avec les chiens dans une plantation, il faut nier la douleur de ces personnes. Ouais. Ça, c'est l'essence. On ne peut pas, si ces personnes commencent à crier, commencent à pleurer, et on les sent, on ne peut pas continuer. L'empathie. Nous sommes des êtres humains, nous sommes empathiques. L'empathie. L'empathie, c'est ça absolument. Donc l'essence du racisme et de l'esclavitude, c'est la négation de la douleur des autres. Pendant 72 ans, Raoul, tu as une question? C'est ça, oui. Merci beaucoup. C'est touchant, c'est vraiment touchant. Ouais. J'espère que vous avez pris l'essence de son message. Mais ça me touche à moi aussi. Merci pour ce témoignage. Donc, pour finir cette session, que ça sera juste la première de vous autres, on va donner la parole à ces copains-là, Nancy et Raoul. Bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, depuis le 11 juillet, il y a eu des manifestations à Cuba. C'était des gens qui portaient un t-shirt, un short et des sandales seulement. Et le gouvernement a donné l'ordre de les attaquer. Ces gens-là ont souffert toutes sortes de... Ils ont été mis en prison. Quelques-uns ont été cherchés par la suite à leur maison. Quelques-uns, on les a sortis même toutes nues de leur maison. Et ils ont souffert énormément de torture. Et à ce moment-là, la dictature a arrêté l'Internet à Cuba, l'a coupé complètement pour que les gens ne puissent pas documenter ce qui s'est passé avec leurs voisins. Mais par la suite, on a reçu plusieurs témoignages, même écrits et racontés par voix. Et on est en train de faire une compilation de ces témoignages-là. Est-ce qu'on peut vous l'envoyer de quelque façon? Comme ça, vous allez voir, ces gens-là ont souffert même pas de violation sexuelle, mais c'était proche de... Intimidation. Oui, ils ont souffert intimidation sexuelle, même les hommes, les femmes. Il y a eu même des enfants de 14 et 15 ans, 16 ans, qui ont souffert ce genre d'humiliation. Ils ont été frappés presque jusqu'à la mort, ils ont fracturé des os. Mordus pour les chiens. Oui, ils ont été, des chiens de police ont été lancés contre eux. Il y a eu même des morts, il y a eu des disparus, il y a eu des gens qui on a coupé leurs oreilles, leurs doigts. Mais par la suite, on commence à voir ce genre de témoignages-là. On est en train de faire une compilation de tout ça qu'on voudrait prouver au monde qu'est-ce qu'on fait dans un pays socialiste où tout est bon, tout est parfait. À l'extérieur, au monde, tout le monde pense que tout est beau, la puissance médicale, tout ça c'est un grand mensonge. La seule chose qui fonctionne à Cuba, c'est la répression et la manque de liberté. Les gens ne peuvent pas mettre une pancarte sur leur portail qui dit patrie et vie. Mais si on le fait, il y a une voiture de police qui va apparaître dans les prochaines 5 minutes. Tandis que si on appelle à l'ambulance, parce qu'il y a quelqu'un en train de mourir de la Covid, par exemple, la personne décède et 3 jours après, peut-être l'ambulance va apparaître. Il y a des gens qui sont en train de se faire enterrer dans des fosses communes.
parce que les cimetières sont plus, on n'a pas plus de place pour les enterrer au cimetière. Et même à la télévision, on ne dit pas le nombre de décès par jour, on dit juste un mensonge. Et des fois on dit que, par exemple, mon beau-frère de 40 ans, on a dit qu'il a été décédé d'un arrêt cardiaque, tandis qu'il a décédé d'une pneumonie à cause de la Covid, parce qu'il n'y a pas eu aucune sorte de médicament, aucune sorte de soins médicaux. Il existe une espèce de centre qu'on appelle centre d'isolement. On met là-dedans ceux qui sont malades et ceux qui sont sains, mais qui ont suspect qu'ils pourraient avoir été en contact avec quelqu'un malade. Finalement, qu'est-ce que la dictature fait? Ils font que les gens, finalement, tous attrapent la Covid. Il y en a quelques-uns qui décèdent à cause qu'ils n'ont pas aucun soin médical, parce qu'il n'y a même pas de médicaments pour la fièvre. Il n'y a absolument rien. Donc c'est ça, on est en train de faire ce genre de travail. On voulait savoir de quelle façon on peut vous les faire parvenir. Je vais laisser le courriel avec mon bureau, mon adjoint. Oui, bon, merci beaucoup d'être ici. Et moi, dans ma tête, il y en a tout un volcan, pour dire plusieurs choses. Moi, j'aimerais vous raconter notre histoire qui peut être écrite dans ce livre, si personne ne va les croire, parce que c'est vraiment incroyable comment on est arrivé ici en cherchant la liberté. Il y en a plusieurs choses, comme je viens de vous dire, mais je vais préciser deux choses importantes. Aujourd'hui, un petit peu comme pour résumer vraiment la réunion. Nous, on va continuer dans la rue. Ouais. On ne va pas arrêter. Ça, c'est le message que vous allez transmettre à votre parti, à qui que ce soit, n'importe où. On va continuer dans la rue. On ne va pas arrêter. Les gens de Cuba nous envoient toujours des messages. S'il vous plaît, n'arrêtez pas parce qu'on est en train de nous tuer à tous. Ça, c'est quelque chose que moi, je vais être clair avec vous par rapport à ça. L'autre chose, c'est que nous, on aimerait être écoutés dans le Parlement, comme on a dit là. C'est une proposition concrète dans ces moments-là. Aidez-nous, s'il vous plaît, à arriver à ce Parlement-là. On a déjà fait un essai. En fin de semaine, on a protesté devant le Parlement. Mais on aimerait parler à ces gens-là qui bloquent la liberté dans ces pays et au monde. On aimerait parler à ces gens et dire, vous êtes des complices d'une dictature. Et les communistes, la dictature cubaine nous considère comme des vers. On dit les gusanos, des vermines. Ils payaient pour la CIA. Ben oui, on est payé par la CIA. C'est ça que c'est dit. C'est ça qu'il dit. Il y a beaucoup de gens, même la consul cubaine, il est en train de bloquer cette expression de liberté de nous, que nous, on est payé par personne. Oui, ils sont Moi, payés. je perds l'argent pour être ici. Eux, ils sont payés pour les narcotrafiquants au sud. Oui, tout ça. On aimerait arriver au Parlement pour parler directement aux yeux de ces gens-là qui bloquent les choses, qui sont très complices avec la dictature. Et nous, ici, on est presque tous, on est des professionnels. Ouais. On n'est pas des gens qui sont analphabètes, des écrivains, des microbiologistes, des architectes, des médecins, de toutes sortes de gens. Je me demande une chose. Pourquoi les gens émigrent au pays comme Canada ou les États-Unis? Pourquoi les gens émigrent à Cuba? Est-ce que c'est le sens commun ne fonctionne pas dans ce sens-là? Pourquoi les gens quittent les pays communistes? C'est le sens commun qui s'impose. Les gens cherchent la liberté comme nous aujourd'hui. Et ça, c'est le premier pas. Viva Cuba libre! ¡Viva! ¿Cuba pide alimentos? No. ¿Cuba pide vacuna? No. ¿Qué pide el cubano? Liberté. ¿Qué quiere Cuba? Libertad. Gracias. On va On ne veut pas de charité, on veut la liberté. Vous savez que tous les Cubains qui sont ici, on va voir des conséquences. Vous savez que les consulats cubains, à chaque fois qu'on passe à manifester là-bas, il y a encore un camarade arrière un judo en train de nous faire de la pression. C'est pas pour se sécuriser. La police est là, il y a plein de caméras partout.
c'est pour nous faire la pression. Comment ça que la GRC permet qu'il appelle des mondes et qu'il fait des menaces au monde? Comment ça que la GRC permet qu'ils font ces moyens de pression? On a déjà pris des mesures, on a déjà avisé la GRC, on a été en contact avec CICIS. Je vous dis quelque chose que ça me touche. Merci. On a envoyé une plainte. Madame l'exprimer en tête, j'appelle mon père, je vais prendre cette décision. Mon père il m'a dit, tu vas avoir des conséquences. Je ne fais pas ça. Mon père est citoyen canadien, il panique encore. Je ne fais pas ça. Si moi je ne le fais pas, personne ne le fait pas, qui va le dire? Qui va le faire? Qui va le faire? En plus, en démocratie. Canada, il doit faire quoi? Je comprends vos positions. Je suis la politique, je suis l'histoire, je comprends très bien. Très bien. Ok, por favor, tenemos que acabar en esto porque todos estamos muy contentos. Lo último, no te preocupes que nosotros nos preocupamos Yo por hago el parte de la Chambre de Comercio salvadoreña, porque tengo también una fundación. Yo le digo algo, soy salvadoreña y estoy aquí unido con ustedes y eso me hace gran plaisir. Y gracias por esta, merci beaucoup pour que vous nous écoutez. Et je vous le dis, là, je suis fière d'être avec vous aujourd'hui. Puis il faut aller, même les Salvadoriens vont être avec vous autres. Voilà. Mais Eso, Quiero decir algo. Este es el comienzo de la liberación de los países de América. Del comunismo. Se le commence de la fin de la dictature. Oye, por favor. Pierre tiene que ir a Quebec. El señor Lío tiene otras cosas que hacer esta noche también, otros actos que asistir. Vamos a agradecérselo, ¿ok? Que nosotros, los cubanos, los salvadoreños, los dominicanos, los colombianos que están por allá atrás, todos los que nos han venido a respaldar, vamos a votar conservador. ¡Sí! Conservador. Vota conservador. Gracias a todos. Gracias a nuestra comunidad de artistas, gracias a Cabinet Vicare, gracias a nuestros emprendedores, gracias a la prensa, Esther, por estar aquí, gracias César. Espérate. Gracias a todos. ¿Dónde están? Ok, señores, vamos a hacer una foto general. Por favor, una foto general. Ya nos vamos a dar aquí, voy para allá ahora, espérate. Vamos a hacer una foto general fuera. Por favor. Sí. Tal vez en unos momentos de... No importa. Sí, todo en vivo. Necesito su número, señor. Okay. Bueno, en un momento déjame cortar. Tengo que cortar la transmisión. Esto fue el primer encuentro del Partido Conservador con nuestra organización Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Vamos a seguir trabajando en conexión, vamos a seguir trabajando juntos para llevar nuestra agenda al Parlamento. Por lo pronto, vamos a hacer presión para que nuestra voz sea escuchada dentro del Parlamento. Los dejo y estamos en contacto, gente. Patria y vida.